aujourd'hui, je vais vous parler donc de la transition énergétique, énergie-biomasse à l'échelle plus d'une commune donc, ou d'une industrie. C'est un peu le même principe. Voilà, donc j'ai essayé de pas trop vous assommer avec des chiffres, mais j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer pour faire un contexte. Donc en Europe, on a un mix d'énergie de renouvelables et non renouvelables. Alors, je voulais d'abord préciser le mix énergétique, à mon sens, où je l'entends, c'est autant pour les carburants que pour le chauffage, que pour l'électricité, pas uniquement le mix énergétique de l'électricité. Et donc, dans tout ce mix énergétique, on a une partie du renouvelable qui s'oppose aux fossiles et au nucléaire. Donc, en renouvelable, on a la géothermie, le photovoltaïque, la biomasse évidemment, l'éolien, etc. Et donc en Europe, on atteint justement autant 14% de renouvelables, dont 62% basés sur de la biomasse. Donc voilà, c'est pour pointer le fait que dans les énergies renouvelables, la biomasse a quand même un grand intérêt. Historiquement également, hein, on se chauffe au feu de bois depuis la préhistoire. Ramené à l'échelle de la Belgique, on n'a plus que 8%, mais toujours 57% basés sur la biomasse. Et on a en Wallonie 13% d'énergie renouvelable avec 58% de biomasse. C'est ce que reprend mon petit graphique ici. Donc c'est vraiment juste pour mettre en évidence que le bois énergie en tant que tel a un rôle important dans le mix énergétique du renouvelable. Et quand on regarde au niveau réglementaire, au niveau de l'Europe, la loi sur le climat a l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec un palier intermédiaire de 2030 où on essaye de diminuer à 55% les émissions de CO2. Et ça se décline en Wallonie par une multitude d'actions évidemment, mais ici j'en pointe une qui nous intéresse. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais c'est la fin des installations des nouveaux appareils de chauffage mazout qui devraient entrer en vigueur d'ici mars 2025 pour les bâtiments neufs et le 1er janvier 2026 pour les bâtiments anciens, pour les rénovations, etc. Donc c'est dans 2 ans et demi, c'est pour vous montrer à quel point les objectifs, que ce soit l'Europe, la Belgique ou la région wallonne, sont de diminuer les émissions de CO2. Il y a des actions concrètes et voilà, par cette action concrète, l'objectif est de renouveler le parc de chaudières en 25 ans. Ce n'est pas demain qu'il faut que tout le monde ait changé sa chaudière mazout, mais par cette action forte, ça montre qu'il y a une réflexion autour de ça et qu'on est en train de changer les choses. Voilà. Je voudrais remettre aussi sur le tapis le groupe intergouvernemental d'expertise qui est le GIEC, qui sont des scientifiques. Vous le savez peut-être tous, mais en tout cas je le rappelle qu'en 1988, leur mission en se réunissant était d'étudier le climat et la progression du climat mondial, puisque ce sont tous les scientifiques rassemblés, ils ont normalement un discours neutre. Et leur premier rapport en 1990 concluait déjà que les activités humaines avaient provoqué une augmentation de l'effet de serre à un rythme jamais atteint. Voilà. C'est un constat qui a 33 ans. Moi, j'ai 30 ans, donc je dois dire que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi depuis longtemps et que j'ai suivi depuis mes études. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pas quelque chose de précipité, mais c'est une suite logique. Enfin, on arrive à quelque chose de concret. Donc, ok, interdiction, par exemple, des chaudières mazout, mais vers quoi on peut se diriger alors? Il y a beaucoup d'alternatives, que ce soit pompe à chaleur, géothermie, photovoltaïque, chauffe-eau solaire, réseau de chaleur. Et il y a évidemment aussi les chaudières biomasse sur lesquelles on va s'intéresser aujourd'hui. Elle va comprendre 3 éléments principaux. La chaudière en elle-même, c'est un foyer qui brûle du bois avec un échangeur d'eau, en tout cas un circuit d'eau qui va capter la chaleur. Une fois que la demande en eau chaude va arriver, il va falloir un certain temps pour que le combustible s'allume, réchauffe le corps de la chaudière et vous produise l'eau chaude. Donc pour pallier à ça et pour découpler en fait la phase de production de chaleur avec la phase de consommation, on a un ballon tampon qui va stocker l'énergie en fait en amont
par exemple, vraiment à la fin de la nuit, au début de la matinée, on va pouvoir chauffer ce ballon tampon qui va pouvoir distribuer la chaleur dès qu'on la demande. Et en fin de journée, le temps qu'elle s'arrête et qu'elle refroidisse, toute la chaleur émise encore par la chaudière va pouvoir être captée dans le ballon tampon et la réutiliser le lendemain, par exemple. On a besoin de combustible qui prend de la place. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi, c'est le silo. Bon là il est rectangulaire, mais il y a plein de formes différentes en fonction de la situation. Il y a une vis sans fin souvent qui vient acheminer les plaquettes de bois dans la chaudière, de sorte que tout soit automatisé. Il faut quand même un entretien puisque tout ça produit des cendres. Ça c'est quelque chose aussi qu'il faut garder à l'esprit quand on monte ce genre de projet, c'est qu'il y a un suivi à ce niveau-là dans l'entretien, plus que le gros entretien, je vais dire, de l'installateur. Toujours pas de questions? Ce sera après, sinon c'est pas grave. Alors à côté, il y a aussi à côté, en complémentarité, il y a des chaudières polycombustibles où on peut, en fonction de la ressource, de ce qu'on a disponible ou du moins cher, utiliser des plaquettes, du pellet ou même du miscanthus si vous en avez dans la région. Il y a des producteurs comme ça, en tout cas des installations qui fonctionnent avec des différentes sources de miscanthus dans la région. Mais s'ils se retrouvent à ne plus en avoir, ils peuvent toujours utiliser alors plaquettes ou pellets, mais c'est des chaudières adaptées pour différents types de combustibles dans ce cas-là. Voilà, on va repasser en revue avantages et inconvénients, j'en ai cité quelques-uns, mais voilà, je vais vous parler de la place disponible, que ce soit pour le silo, le ballon tampon ou la chaudière en elle-même. Ça peut être dans un bâtiment existant évidemment, mais ça peut être aussi, comme ici, fabriqué à l'extérieur d'un bâtiment puisque ça prend quand même assez de place. L'investissement initial est assez élevé par rapport à le même équivalent de puissance de chaudière et l'entretien régulier comme je disais. En avantage, on a le coût du combustible. Donc effectivement, c'est un investissement initial assez conséquent, mais sur le long terme, avec un plan financier bien réfléchi, on peut s'y retrouver. Je vais aller directement sur ce graphique. En fait, Valbium suit les coûts des différentes énergies renouvelables et non renouvelables depuis 2008. Donc, vous ne savez pas lire grand-chose, je pense, de là où vous êtes, mais les traits les plus constants ici en vert et en rouge, c'est en fait les plaquettes, les bûches et les pellets. Et donc, bon, ne regardez pas la crise énergétique actuelle, hein, mais sinon, c'est vraiment les combustibles les plus stables dans leur prix depuis de nombreuses années. Maintenant, je reviens sur mon graphe qui est zoomé sur la dernière partie. Donc ici, on a 2020, 2021, 2022 et on revient en 2023 à des prix plus raisonnables. Et donc, voilà, en vert ici, on a les plaquettes de bois, c'est pour ça que je vous en parlais, c'est les moins chères encore, même si elles ont un peu augmenté à l'heure actuelle. On a le bois bûche qui a aussi augmenté, qui stagne ou qui diminue un petit peu. Et le pellet est assez avantageux en termes de place, parce que ça prend moins de place et de qualité, parce qu'il y a des normes que les pellets respectent plus que les plaquettes, mais vous voyez que leur prix fluctue un peu plus. C'est exceptionnel, hein. Vous voyez, depuis les 10 années passées, c'était très stable. Ici, ça fluctue un petit peu plus sur les marchés internationaux, donc voilà, avec ce suivi des prix, c'est pour ça qu'on opte plus facilement pour des plaquettes de bois. Il y a des communes qui se regroupent autour d'une production de plateformes de plaquettes, par exemple, qui peuvent comme ça maîtriser encore plus facilement via leur bois qui pourrait servir de bois de chauffage ou des bois de taille de haie ou d'entretien des espaces verts, voilà, qui vont pouvoir rassembler leurs déchets, qui vont devenir de l'énergie et plus vraiment un déchet. Et donc, voilà, quand c'est pertinent, c'est faisable, mais en tout cas, ça peut permettre de garder à l'esprit que c'est beaucoup plus facile d'en avoir le contrôle que gaz, mazout, électricité. Un impact carbone neutre, je vais en reparler après. Montrer le bon exemple aux citoyens, moi je trouve ça une assez chouette initiative. C'est comme ici, avoir une chaudière biomasse dans la cour d'une école. Je ne sais pas si les parents vont jusque là ou s'ils attendent dans leur voiture, mais en tout cas c'est, je pense, un chouette endroit pour le développer. Si vous n'avez jamais été en
en lien avec un dégât de pollution des sols, tant mieux pour vous, mais si une chaudière ou une installation de mazout fuit, ça c'est quand même bingo pour le portefeuille et l'impact que ça peut avoir dans le sol, donc c'est un petit avantage entre autres. Voilà, une technologie fiable et éprouvée, j'en ai parlé. Secondée par une autre chaudière au besoin, en fait souvent on va garder la chaudière mazout ou gaz en backup. Comme ça, c'est encore plus d'actualité sur un réseau de chaleur où plusieurs installations dépendent d'une chaudière. On ne laisse pas qu'une chaudière, parce que dans le cas d'une panne, on est mal. Donc il y a souvent une chaudière backup. Donc si vous venez d'acheter une nouvelle chaudière il y a 3 ans, elle peut encore être utilisée en solution de secours. Et donc quand je disais que c'était une solution écologique, eh bien je vais vous montrer un petit comparatif des émissions de CO2 en termes de kilos par mégawattheure primaire d'énergie produite en tout cas. Et donc on arrive à quand même une grosse différence entre les produits basés sur les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Le 40, 30 et 20 ici proviennent en fait du mazout ou du gaz qu'on va utiliser pour le produire. Voilà, ça c'est le top, c'est par exemple les scieries qui utilisent leurs propres déchets de cire de bois pour produire du pellet, pour sécher du bois. Ils n'utilisent pas d'énergie fossile, bon, ils utilisent l'électricité, mais pour produire leur pellet, ils utilisent aussi une énergie renouvelable. J'en viens simplement aux aides accessibles aux communes pour mettre en place tout ce qui est énergie renouvelable, réseau de chaleur, etc. Donc je vous parlais tout à l'heure des aides UREBA qui interviennent à 40% des montants. Et il y a aussi récemment le plan de relance de Wallonie qui a lancé un appel à projet. Donc là c'est 100%. Il faut rendre son projet pour le 5 janvier, mais je n'ai pas encore eu les détails de quoi, comment, mais on a déjà eu l'annonce en tout cas. Oui, ça ne donne pas beaucoup de temps. Donc voilà, ça fait partie des services que peut amener Valbiom. Mais sinon, c'est tout pour moi.